Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur l'influence chez les Sud-Asiatiques. Et aujourd'hui, on reçoit Ishadi Amanda sur cette thématique. Comment tu vas, Amanda? Ça va, merci beaucoup, merci de m'avoir invitée. Mais merci à toi d'être venue du coup, parce qu'on va quand même parler d'un sujet intéressant et qui émerge un peu, en tout cas dans la communauté sud-asiatique. Enfin, on en parlera un peu plus tard. Et pour une première question, pour qu'on... Bon, je sais qu'il y a certaines personnes qui te connaissent, mais pour apprendre plus à te connaître, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, donc je suis Ishadi Amanda, on m'appelle Ishadi Amanda sur les réseaux. Je suis donc active sur les réseaux, influenceuse comme on dit, et aussi entrepreneur. Donc je suis à mon compte depuis maintenant 1 an, 2 ans. Et aussi je suis du coup mariée. Et maman d'un petit garçon de 3 ans. Tu as plusieurs activités Voilà. J'ai plusieurs activités, donc c'est pour ça que je dis entrepreneur, comme ça englobe un peu tout. Okay. Quand et comment a commencé ton métier d'influenceuse? En fait, déjà, en amont, j'étais dans le partage. Okay. J'aimais beaucoup partager mes passions. Je suis pas quelqu'un de pudique, que ça soit physiquement ou dans ma façon de vivre. Et je sais que, vu qu'on revient souvent à la culture, donc culturellement parlant, on est assez pudique en fait concernant notre vie privée, on parle de l'œil des gens. Donc, voilà, moi j'y crois pas à tout ça. J'ai pas non plus grandi dans un environnement, je pense comme ça, parce que je pensais pas à ça. Et donc j'ai toujours eu des facilités à partager. Et après, donc les réseaux MSN, moi je suis de l'époque des MSN, donc j'ai commencé à partager à travers ça, à parler avec les gens en discussion, et après il y a eu Facebook, donc voilà. J'ai suivi un peu tous les réseaux, et voilà, et depuis toujours. Et là où ça m'a vraiment expulsée, donc Instagram est arrivé en France en 2011, 2010, 2011, et moi en 2015, j'ai décidé du coup d'être sur les réseaux. Donc à l'époque, pour ceux qui m'ont suivi, ça s'appelait Rendez-vous with Amanda, parce qu'avant c'était des pseudos, et c'est après que donc on mettait notre nom, et après il y a toujours des gens qui existent sous des pseudos, hein. Et ensuite j'ai évolué comme ça, j'ai partagé un petit peu mes passions, le maquillage, etc. Ce qui m'a vraiment propulsée, c'est il y avait la période de Covid, et à ce moment-là j'étais enceinte. Donc, période de Covid égale, tout le monde était un peu sur les réseaux sociaux, tout le monde était sur les écrans, et être enceinte, et c'est vrai que la grossesse, c'est pas quelque chose culturellement, en tout cas moi en tant que Sri-Lankaise, qu'on partage beaucoup. On montre pas beaucoup les ventres de grossesse, et vous pouvez voir même dans les habits, on porte des choses très larges, etc. C'est vrai. Et moi, j'ai toujours, j'adore la femme, déjà le corps de la femme, et en plus enceinte, je trouve ça magnifique, même si ça fait beaucoup de dégâts. mais voilà, j'ai beaucoup aimé, et du coup, j'ai beaucoup montré mon ventre, et de là, j'ai parlé aussi de tout ce qui avait culturellement parlant en tant que femme enceinte, de ce que je vivais honnêtement en fait. Je rapprochais pas forcément non plus à la culture, hein, mais pour moi en fait je rapprochais beaucoup à ce que je vivais. Je partageais ce que je vivais honnêtement avec mon mari, mon vécu, mon ressenti. Et c'est vrai que sur les réseaux, les gens adorent tout ce qui est enfant, famille. Ouais, c'est quelque chose qui marche énormément, j'ai remarqué. Oui, parce que des fois, ça devient aussi un fonds de commerce. Même pour mon cas, non, on a attendu d'avoir un enfant, et ça fonctionnait, ça a beaucoup fonctionné. J'avais des produits avant même que le gosse soit là. Okay. J'avais énormément de produits, je travaillais avec des grandes marques, et donc à chaque fois rémunérés ou gratuits. Et donc j'étais même dans la surconsommation de produits, ça fonctionnait super bien, mais pour tout le monde, hein, pour le monde de l'influence, des réseaux sociaux, écran, tout ce qui est écran, ça fonctionnait en période de Covid. Et de là, voilà. Et ensuite, j'ai avancé dans ce milieu-là, et puis je voulais pas rester que dans ça, parce que j'avais peur que ça soit quelque chose d'éphémère. Jusqu'à aujourd'hui, ça a duré, merci. Mais j'avais aussi envie d'entreprendre autre chose en rapport avec les réseaux sociaux. Ok. Et du coup, c'est quoi l'autre activité que tu fais? Alors, je suis community manager, spécialement, en fait, je dirais social media manager. Je gère la stratégie des réseaux sociaux pour des marques. Comment se passe le métier d'influence? Comment est-ce que tu gères tes contrats? Comment les contrats arrivent à toi? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pour, en tout cas, les gens qui connaissent pas trop ce monde-là? Alors, en fait, aujourd'hui, on est un peu tous influenceurs sur les réseaux sociaux. Il y en a énormément de gens. En fait, on partage, même sans vouloir, en fait, c'est comme dans la vie, hein.
toi, je pense qu'il y a des gens qui sont influencés par ce que tu fais. Oui, Voilà. c'est sûr. Forcément, et c'est vrai que on peut, en fait, il y a deux façons de fonctionner. Je sais pas si les gens ils font comme ça, mais soit il y a des marques qui viennent à toi par rapport à ce qui fonctionne chez toi, à un moment de buzz où il y a une vidéo qui a fonctionné ou pas. Ou toi, tu peux démarcher des marques et surtout maintenant, il y a ce qu'on appelle les UGC. Oui. Voilà, donc ça veut dire même sans avoir d'abonnés, etc., tu peux demander à des marques. Ok, on va juste expliquer ce que c'est UGC. Parce que moi je sais, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, en fait, c'est pas des personnes qui sont forcément dans la création de contenu, parce que, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, moi je suis passionnée par les réseaux sociaux, donc si tu me lances dans ça. On va juste poser cette question. Alors, en fait, c'est des personnes qui créent des contenus, donc les marques envoient sous rémunération ou pas, hein, ça dépend de comment. Il y a des fois c'est gratuit, des fois c'est juste à contrepartie de produits. Et en fait, ils créent des posts pour les marques. Ok. Du coup, en fait, pour les marques, ils n'ont pas à investir dans un studio, ils n'ont pas à investir à prendre des mannequins, à les payer, à payer un photographe. En fait, eux, ils font le travail. Donc, c'est ça. Et en fait, ces personnes-là, ils ne sont pas forcément dans l'influence. C'est des personnes qu'on peut rencontrer dans la rue, en fait. C'est des personnes lambda, c'est ça? Voilà, ils sont sur les réseaux, ils contactent des gens. En fait, ils sont pas obligés d'avoir un nombre d'abonnés. Ok. Et ils se disent créateurs de contenu et ils disent, voilà, ils démarchent des marques en disant, ok, voilà, moi je veux bien te faire une vidéo. Je te fais une vidéo avec les textures. Et souvent, c'est des gens qui sont bons dans tout ce qui est pour filmer, qui sont à l'aise pour parler, mais qui sont pas forcément, qui n'aiment pas forcément peut-être le monde de l'influence aussi. Se montrer, tout ça. Ok. Donc voilà. Et toi, du coup, juste pour revenir à toi, comment ça se passe? Donc, tu disais que soit les marques venaient à toi, soit tu allais vers les marques, c'est ça? Oui. Donc, on a ce qu'on appelle un kit média. Donc, là, avec nos prix. Donc, ça peut varier. Hein. Ça peut par exemple, je vous donne un exemple. Un Reels, moi, je peux faire à 400 euros. Comme ça peut varier. Si, par exemple, le Reels, c'est sur plusieurs mois parce qu'il y a un avant-après à faire, ça peut aller même jusqu'à 1000 euros. Oh, ok. Ouais, ça dépend vraiment de la marque, ça dépend. Tu vois, quand c'est des grandes marques, j'ai travaillé avec des grandes marques, par exemple Olaplex, ils peuvent payer un petit peu. Voilà, ils ont le budget pour. D'accord. Et donc, soit les marques viennent à toi, ils te demandent ton kit média ou ils te proposent directement un prix. Ou soit tu vas aux marques, tu dis voilà, moi ce que je fais, moi mes vidéos, tu envoies les statistiques, mes vidéos avec mon fils fonctionnent bien, ma vidéo avec mes cheveux fonctionne bien, les maquillages fonctionnent bien, est-ce que vous voulez faire une collaboration? Soit tu demandes de l'argent, soit c'est parce que tu veux recevoir des produits et tester. Ok. Donc voilà. Mais ça, tu peux le faire parce que tu as un nombre d'abonnés. Oui, bien sûr, parce que il y a les créateurs, les UGC qui n'ont pas forcément d'abonnés, et ils peuvent faire ça parce qu'ils sont dans la création. Mais oui, dans le marketing d'influence, oui, c'est pour qu'en fait on influence la communauté qui nous suit. Ok. Pour qu'ils achètent les produits en fait. Si tu veux faire plus court. Non, c'est très clair, c'est très clair. Du coup, merci parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui savent pas comment ça marche, qui te voient, mais qui savent pas que derrière il y a du travail, parce que ça reste quand même du travail. Et il faut aimer. Et il faut aimer se montrer, parler devant la caméra aussi, parce que c'est un exercice difficile, mettre en avant aussi sa vie, parce que du coup tu mets aussi en avant ta vie privée, parce que comme j'ai pu le voir dans tes stories. Tout ça. Ouais, ça d'ailleurs on va en parler du coup. Mais il faut dire aussi que c'est très, en fait, il faut vraiment comprendre que c'est toujours la même chose. Ça veut dire en fait, si tu es dans ce truc de placement de produits, il faut aimer, hein, parce que tu vois, moi, je change pas, j'en parlais hier, hein, je change pas tous les 4 matins mes produits de beauté. Sauf que, je sais pas si tu suis des influenceurs, mais souvent, ils te parlent de, oui, j'ai reçu Clara, j'ai reçu ci. Bon, là, je te parle de grandes marques, mais j'ai reçu ci, je t'ai reçu ça. Il faut aimer parce que je sais pas si, moi, par exemple, je sais qu'honnêtement, parfois, j'utilisais pas les produits, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté aussi tout ce qui est placement de produits. À part pour les marques que j'utilise vraiment. Ok. Et t'arrives à en vivre? Oui, si on peut, si vraiment, là aujourd'hui en fait on a ce qu'on appelle le taux d'engagement, c'est ce qu'on regarde, on compare en fait au nombre d'abonnés, le nombre de j'aime, de trucs, les nombres d'enregistrements aussi, parce qu'aujourd'hui les gens ils ont du mal à commenter ou liker parce qu'on est submergé de contenu. Et donc, mais ils enregistrent pour se dire ah c'est intéressant ce qu'elle fait, j'enregistre voilà. Et moi je sais que par rapport avec les marques avec qui je travaille, j'ai de l'influence, les gens ils aiment bien mes recommandations.
Et donc, si je travaille vraiment ce côté-là, oui, on peut en vivre. Bah, comme je t'ai dit, même si je prends, imaginons, 500 € par un reel, tu vois. Ouais. Pour un travail, on va dire, dans le domaine bancaire où j'étais, on va dire, on est à 2000 €. Tu vois, on va dire, c'est les salaires un peu qui tournent. 2000 €, donc ça veut dire que je fais 4 contrats. T'arrives aussi à 2000 €. Mm-hmm. Mais c'est sûr que dans un mois, tu ne ferais pas 4 contrats, tu ferais plus. Ouais, ok. Ouais, ça gagne vachement bien quand même, ce métier-là. Mais il faut se débrouiller. En fait, il faut avoir toujours de l'imagination, etc. Parce que, hormis le fait que tu tournes une vidéo, il faut qu'il y ait un décor derrière, il faut que le matériel soit adéquat. Enfin, c'est énormément aussi d'engagement, de coûts aussi de ton côté, finalement. Et je pense qu'aussi, tu dois avoir ce truc, tu vois. Ouais. En fait, je pense que il faut que les gens ils ressentent que ce que tu fais c'est authentique. Voilà, authentique. Ouais. Parce qu'on en connaît par exemple en parlant de la télé-réalité. En télé-réalité, on avait plein. Tu vois. C'est vrai. Et ceux qui restent encore là, c'est qu'ils ont ce truc. Je saurais pas dire, hein, mais c'est comme être actrice. Hein. On voit des actrices indiennes, je prends l'exemple, mais on se dit mais elle est pas belle ou voilà, mais elle a ce truc en fait, tu vois. Ouais. Et on sait pas c'est quoi, mais le eye-catching, tu vois. Il faut l'avoir, je pense, tu vois. Surtout pour durer. En plus du travail. C'est sûr. Et du coup, on va aussi revenir un peu sur ta culture sud-asiatique. Toi, comment ça a été perçu par ta famille, ton métier d'influenceuse? Alors aujourd'hui, mes parents, surtout ma maman, est fière de ce que je fais. Elle est contente de ce que je fais. Mais c'est vrai que c'était difficile. Pour te donner un peu un exemple, j'ai eu beaucoup de critiques quand j'ai montré mon ventre de grossesse. Parce que culturellement, c'est pas quelque chose qui se fait. Et je montrais vraiment, carrément, j'ai montré l'allaitement. Et je peux te dire que voilà, j'ai montré l'allaitement parce que pour moi, il faut pas sexualiser ça. Après, toi et ta pudeur. Ça veut dire si tu es une femme pudique et que tu veux pas montrer un petit peu tes seins parce que tu es pudique, c'est autre chose. Mais pour moi, je veux allaiter mon fils. On est sur une table, il y a d'autres hommes. Sri Lankais, Indien, on s'en fout, hein, même français ou peu importe, les origines, les religions, pour moi, l'allaitement et je nourris mon enfant. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai beaucoup parlé sur ça. Et j'avais même fait, tu sais, les highlights, les stories permanents où j'avais mis. Pour moi, l'allaitement, il n'y a rien de sexuel. Et donc, j'ai beaucoup parlé sur ça, la grossesse. Et c'est vrai que heureusement, en fait, je m'en fous un peu. Je pense que c'est dans certaines personnalités. Je m'en fous. C'est sûr. Un peu, voilà. Mais il y a des gens qui peuvent être beaucoup plus touchés. Et j'ai reçu pas mal de critiques. Même mon papa, pendant la grossesse, avec qui j'ai eu une altercation parce que une de mes tantes au Sri Lanka disait oui, ça porte malheur de montrer le ventre de grossesse. C'est pas bien, donc il m'a dit de le faire. Et là, je lui ai dit tant que mon mari, parce que effectivement un enfant ça se fait à deux, donc tant que mon mari il est ok et que moi je suis en adéquation avec mes valeurs et mes principes, je vois pas le mal. Donc voilà, on a eu une réelle embrouille, comme on appelle. Et parfois ça arrive encore que les gens me jugent par rapport à ce que je partage sur les réseaux. Culturellement, oui, c'est nouveau quand même, ça reste nouveau, on n'est pas... Ouais, c'est sûr. Mais d'ailleurs, on va en parler puisque c'est ma prochaine question. Et je voulais justement évoquer ce sujet de la place des brown skin dans le métier de l'influence. Toi, qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui? Comment ça se passe pour toi? En France ou en France, vraiment, ouais. Oui, parce que... Après, tu peux... Pardon, excuse-moi. Après, tu peux comparer avec les autres pays, si tu veux. Ouais. Dans les autres pays, c'est vrai que... Après, moi, je pense que c'est une question d'immigration. Oui, ok, ouais, c'est sûr. Voilà, donc on a immigré beaucoup plus tard en France. Surtout, moi, je parle, par exemple, de la communauté sri-lankaise. On a immigré beaucoup plus tard, contrairement aux Maghrébins, etc. Et donc, je pense que, par exemple, dans les pays anglophones, on a immigré beaucoup plus tôt. Oui. Et puis, vu que c'est anglais et que... on est beaucoup plus à l'aise en anglais, on est beaucoup plus présent. Voilà, donc voilà, il y a tout ce contexte-là à prendre en compte aussi. Mais à côté de ça, en France, en fait, moi, j'ai un réel combat où je vois de plus en plus de femmes brown skin dans le mannequinat, dans le cinéma. Très, très peu, contrairement à d'autres pays.
Mais dans l'influence, j'en connais quelques-unes qui font, voilà, qui font un petit peu, qui sont vraiment axées du coup pour le coup dans tout ce qui est création de contenu, qui sont bien, mais qui montrent comme moi vraiment tout, très peu je pense. Ouais. Et j'en connais pas tant, parce que moi je suis très très, donc là avec le travail un peu moins, mais j'étais très présente, vraiment je parlais ouvertement de beaucoup de sujets. Ok. Donc je pense qu'il y a encore ce côté pudeur. Et en France en fait, la communauté brown skin en général est sous-représentée, tu vois. Par rapport c'est vrai. à des raisons que je t'ai dit par rapport à l'immigration, parce qu'on n'est pas beaucoup, parce que ça fait pas longtemps qu'on est là, des choses comme ça, et parce que aussi on est une communauté assez, tu sais, réservée. Ouais, c'est vrai. Communautaire silencieuse aussi. Ouais, ça revient silencieuse, et on se montre pas beaucoup, on parle beaucoup d'œil, tu vois, oui, ouais. plein de choses comme ça. Il y a plein de croyances. Et plein de croyances, et par rapport à tout ça, et en fait, c'est vrai que même aujourd'hui, on regarde une pub, on a des très beaux cheveux, on fait partie quand même dans le monde entier, les cheveux indiens, sri lankais, tout ça, c'est connu pour avoir des très beaux cheveux, mais pour des pubs de cheveux, on n'en voit pas beaucoup. C'est vrai. Maquillage, tout en fait. Ok. Mais du coup, tu penses que les marques, elles s'intéressent pas à nous? Oui, je pense que pas assez, et c'est une erreur de leur part parce que je pense qu'on est très, on dépense beaucoup pour tout ce qui est beauté parce que c'est culturel aussi pour nous. Et donc on est consommatrice, et c'est dommage parce que je trouve que déjà c'est des belles femmes. Nous sommes des belles femmes et on a des traits de visage qui peuvent très vite attirer. Comme le Bollywood, un peu Bollywood, Hollywood, on regarde dans le monde entier parce qu'en fait, voilà, c'est attirant, on a une culture, on dégage quelque chose. Et c'est dommage, et je pense qu'en fait, ils sont pas encore cernés, mais quand tu regardes par exemple sur Netflix, dès que c'est une série anglaise, américain, directement, t'as des brown skin partout. En France, tu vois pas du tout, mais vraiment. Ça émerge là, tout juste. Enfin, moi, c'est ce que je pense, ça émerge tout juste. On voit des personnalités, mais du coup, le cinéma français, vu qu'on a un niveau, enfin, un cran en arrière, je pense qu'on va aussi prendre notre temps pour émerger. C'est aussi intéressant de voir des personnalités qui prennent les devants et qui se disent oui, alors je vais me lancer dedans, même si ça fait pas partie de ma culture. Enfin, ce que tu fais, le fait même de mettre en avant son intimité, je trouve ça quand même incroyable et ça casse quand même le cliché. De la femme brown d'ailleurs, et c'est une thématique dont on va parler. Du coup, je voulais passer à cette question et il me semble du coup que au travers de ton influence, tu parles d'énormément de choses du coup en rapport avec la culture sud-asiatique. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ces différents thèmes que tu abordes? En fait, j'ai beaucoup changé aussi, moi. C'est vrai qu'au départ, vraiment, ce que je voulais, c'est parler du maquillage, enfin, tout ce qui est en relation avec la beauté. Aussi parce qu'en fait, on ne voyait pas finalement. Ouais. Parce que en France, quand tu allais par exemple à Sephora, on ne connaissait pas notre peau. Ah ouais, c'était horrible. C'est toujours un petit peu le cas. Ouais. Et donc, je pense qu'il y avait ça aussi qui fait que je me disais, moi, j'ai ces connaissances, j'ai ces trucs et j'ai l'œil par rapport à tout ce qui est beauté. Donc, j'ai voulu partager ça. Et à côté de ça, j'ai moins gagné un peu confiance en moi et je suis moi, je dis ça, une femme complète depuis quelques temps. J'ai fait un gros travail sur moi. Ça peut même paraître agaçant, je sais, des fois. Mais voilà, et j'ai cette envie vraiment qu'une femme, elle soit vraiment épanouie en tant que femme. Ouais. Tout d'abord. En tant que femme, ça veut dire tout ce que ça englobe, professionnellement, physiquement, par rapport à ses relations amicales, amoureuses, tout, en fait. Et ensuite, on peut penser à nos rôles que la société un petit peu nous impose, entre guillemets, où on a décidé, donc par exemple d'être mère, je l'ai décidé, donc par rapport d'autres rôles que nous avons, tu vois. Et donc je parle de ces sujets-là aussi, surtout de la femme indépendante, mariée et indépendante. Okay. Est-ce que du coup ton influence, elle alimente des combats à toi personnels?
Oui, moi, en fait, je pense que je prône beaucoup cette femme indépendante, comme tu m'as posé la question tout à l'heure. C'est très important pour moi. Je veux être une femme indépendante. Ça veut dire que ça soit financièrement. En fait, pour moi, je ne suis pas la moitié de mon mari. Ouais. Il n'est pas, et moi, je veux pas qu'il soit ma moitié non plus. En fait, on est deux personnes complètement différentes, avec une éducation, avec des bagages qu'on ramène. Et en fait, on fait un bout de chemin ensemble parce qu'on a trouvé cet équilibre ou pas, parfois parce que ça peut changer aussi. Mais voilà, je sais ce que je veux dans ma vie, j'ai mes décisions à prendre, je suis quelqu'un d'indépendante. Mhm. Je ne fais pas partie de mon mari. Ça ne veut pas dire que un homme qui accepte ça ou en fait j'ai aussi ce combat derrière concernant les hommes. Je vois encore des gens qui ont grandi avec moi qui me disent encore oui mais il faut voir avec mon mari qui me demandent à moi est-ce que mais ton mari ça le dérange pas est-ce que mais en fait un homme pour moi mon mari c'est l'image même d'un homme puissant. Pour moi, il arrive à gérer une femme qui est indépendante, qui arrive à gérer son enfant, parce qu'il y a des fois où je ne suis pas là. Il arrive à gérer la maison, il gère tout ce qui est faire à manger. Tout. En fait, c'est encore plus, c'est un homme qui arrive à être pour la société dans des tâches de femme et qui arrive à me gérer et qui arrive à avoir une belle vie de famille. Et c'est ça, en fait. C'est pas quelqu'un qui te dit ne fais pas ça, ne fais pas ci, non tu fais pas ça, tu restes derrière moi. En fait non, c'est pas ça être un homme. Aujourd'hui je pense qu'il faut qu'on change cette vision qu'on a de l'homme, tu vois. C'est vrai. Et je pense que c'est pesant aussi pour les hommes. Moi, je sais que pour mon mari, je parle pour lui parce que c'est quelqu'un qui n'a rien à prouver, il s'en fout. Mais je pense que c'est pesant pour lui parce que beaucoup doivent penser qu'il subit qui je suis ou qu'il est un petit peu... il porte pas ses couilles. C'est un peu dur, hein, mais c'est ce que les gens ils disent. Et pourtant, il le fait hein, en soutenant. Parce que, bien sûr. C'est ce que tu disais, tes décisions, elles sont prises aussi avec lui. Donc, la base de tout ce que tu fais, c'est lui qui la porte au final. Bah oui, parce qu'en fait, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Hein. Je pense que pour celles qui me suivent depuis très longtemps et ceux qui m'ont connue, c'est grâce à lui que j'ai fait ce bout de chemin. Parce que aussi, aujourd'hui, la société fait qu'en fait, on a besoin de quelqu'un derrière. Parce qu'une femme, elle a du mal à avancer toute seule par rapport à tout ce qu'on vit, hein, entre les agressions, la sexualisation de la femme, enfin tout ça qui fait qu'on a du mal à aussi avancer seule. Donc moi, lui, c'est ma force. Ouais. Comme mon fils, lui, c'est ma force. Non, mais c'est bien de parler justement de ces choses-là dont on parle pas souvent. Et surtout dans la communauté Brown, il y a toujours ce rapport de force qui s'installe. Et c'est quand même intéressant que tu bascules ce rapport de force et que tu mettes en valeur justement un équilibre au final du couple. Et le fait que vous partagez les mêmes valeurs et que vous partagez aussi la même vision de la vie. Et je trouve ça quand même important puisque on ressent souvent ces rapports de force. On n'arrive pas vraiment à s'imposer. Il y a énormément de femmes qui vivent dans ces rapports de force et qui voudraient être une femme comme toi, tu vois, une femme indépendante qui s'assume, etc. Ça reste quand même difficile, mais c'est possible parce qu'on a quand même ton exemple qui montre que c'est possible. Est-ce que tu as des projets à venir dans ce domaine-là, des choses que tu voudrais lancer Oui, alors j'aimerais bien du coup continuer dans tout ce qui est réseaux sociaux. J'aimerais bien aussi développer une marque à moi. Ok, donc, trop bien. J'aimerais bien, je suis en train de regarder un petit peu ce que les gens, enfin à quoi ils s'intéressent vraiment. Donc ça va être un projet par contre sur de long terme, donc parce que il faut regarder, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Et j'aimerais beaucoup à travers la beauté, parce que c'est mon dada, c'est ce que je connais, atteindre des femmes et leur donner confiance en elles et parler de ce sujet-là. Et si je peux, voilà, à travers, je sais pas, des concours de beauté, des choses comme ça, et que je sois comment dire, un personnage public, je sais pas si c'est le mot, mais quelqu'un qui est visible finalement. Enfin, c'est la visibilité, surtout gagner de la visibilité à travers la beauté. Le monde de la beauté pour que je puisse passer un message.
à beaucoup de femmes. Et voilà, ça me tient à cœur ça. Et aussi, le plus gros projet, c'est mon fils. C'est la prochaine génération et ça me tient vraiment à cœur que ça soit quelqu'un qui est dans le respect de la femme, qui change cette mentalité. Il a de la chance, je vous assure, hein, d'avoir un papa qui... moi, j'ai mis une vidéo aussi où mon mari, il touche, il massait mes pieds et il prend mes pieds, il fait un bisou. Et mon fils, il le refait la même chose. Et au mariage de mon petit frère, mon mari, j'étais bourrée. J'ai dansé, j'avais super mal aux pieds. Et du coup, mon mari me remet les chaussures. Tu sais, c'est des choses qui ne se font pas. Ouais, la galanterie, ça s'appelle. Ouais, mais pourtant, il y a rien de... Ça ne touche pas à l'ego d'homme. En fait, ouais, c'est juste de la galanterie. Voilà. Et donc, il me met ses chaussures et mon fils, il fait pareil. Et j'ai partagé ça. Et en fait, et je vous assure, la maman, c'est important dans l'éducation. Mais le papa aussi, c'est très important. C'est très important. Je me permets, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais par rapport à mes activités, par exemple, je suis partie en Italie pour maquiller une mariée et je suis restée. Donc, ça arrivait en même temps que la rentrée scolaire de mon fils. Donc, une période qui est très importante, il a besoin. J'étais là pour la rentrée scolaire et quelques temps vers le 9 septembre, je suis partie en Italie. Donc, sans mon fils et mon mari. Et même ma famille, ma maman m'a posé la question, oui, mais c'est comme si oui, mais comment il va gérer, comment il va faire? Mais en fait, moi, je pars de principe qu'aujourd'hui, un papa, il doit pouvoir gérer son enfant tout autant qu'une maman. Il ne faut pas qu'on se rende les filles indispensables. Et sur des choses, oui, pour l'accouchement, enfin, il ne peut pas accoucher en place, c'est sûr. L'allaitement, pareil. Mais on peut trouver des moments pour... Ne vous rendez pas indispensable. Et si vous avez besoin du temps pour vous, créez ce temps, cette atmosphère qui fait que même pour votre enfant, ne faites pas en sorte qu'il soit indispensable. Même pour eux, c'est lourd, hein. Parfois, c'est lourd parce qu'on dit oui, pour le protéger du monde, on le garde avec nous, la maman, on le porte, on ne veut pas le laisser dormir seul. Si l'enfant, si tu peux essayer, tu vois, de couper ce truc, mais même pour lui, ça aide parfois. Et donc voilà, je suis partie et c'est vrai que j'ai eu pas mal de gens qui ont dit ah oui, mais t'es partie en laissant ton fils, est-ce que ton mari t'a laissé? En plus là-bas, après j'ai un peu revisité l'Italie. Ah oui, mais il était très bien, il s'est occupé, il s'est fait à manger, il a mangé, il a fait manger à mon fils, il s'est occupé de la maison. Et voilà, je pense qu'il est capable. Hein. Ouais. Non, mais... Tout autant que nous. Je pense que t'as bien raison vu que tu le dis. Ouais. Et c'est tout aussi intéressant de le partager. Je vais juste revenir sur le thème principal. Est-ce que là, aujourd'hui, du coup, on t'a parlé de plusieurs thématiques. Est-ce que tu aurais un message pour, du coup, les personnes asiatiques qui voudraient se lancer dans l'influence? Quel genre de conseils tu donnerais pour devenir une femme indépendante? Je sais que c'est des questions un peu bateau, mais voilà. Si tu avais là, aujourd'hui, une femme qui voudrait avoir des conseils de toi sur tout ce que tu voudrais inspirer dans la vie, qu'est-ce que tu leur offrirais comme conseil? En fait, je pense que, hommes ou femmes d'ailleurs, mais beaucoup pour les femmes par rapport à toute la pression qu'on a par rapport à la société, je pense que, en fait, il faut voir pourquoi tu n'es pas confiante. Quelles sont les raisons pour moi? J'en parle beaucoup sur les réseaux. Par exemple, moi, j'ai pas passé mon permis. J'ai passé mon permis après que j'étais maman, donc après les 30 ans. Okay. Et en fait, j'ai senti, je n'avais pas le besoin. Je vous dis, hein, moi j'ai un mari qui est très présent et puis je gagnais mon argent, donc je pouvais faire Uber et je peux prendre les transports, même en talon, j'adore les transports. Et donc il n'y avait aucun problème par rapport à ça, mais je sentais que c'était un point faible pour moi. Par exemple, face à d'autres femmes ou même dans mes activités, je trouvais que c'était un point faible. Et du coup, j'ai travaillé sur ça. Ça veut dire que j'ai tout simplement fait en accéléré. Je me suis donné les moyens de réussir ça. Et en fait, il y a plein de choses comme ça où demain, ça peut être votre timidité. Si vous voulez apprendre à parler devant les gens, vous pouvez faire des cours de théâtre. Vous pouvez, en fait, à travers ce que vous aimez, vous pouvez toujours faire un travail sur soi pour se développer. Et en fait, c'est avec ça que vous allez devenir une femme forte et une femme indépendante, etc. Même si c'est votre entourage. Demain, vous avez un grand frère. Je vous donne, parce que c'est comme ça culturellement. Un grand frère, un papa qui est trop présent, qui vous empêche d'avancer, il faut couper.
Il faut Non, mais couper. c'est pas si facile que ça, finalement. Oui, je sais très bien que c'est hyper difficile, tu vois, par rapport à notre culture, par rapport à notre vécu, chacun. Mais pour que tout le monde ait juste cette réflexion. Pourquoi aujourd'hui, bah, j'arrive pas à faire ce que je veux ou j'arrive pas à avancer ou pourquoi j'ai un manque de confiance. Est-ce que bah, ça se trouve, parfois c'est un mari qui rabaisse, parfois c'est des parents qui ne veulent pas. Donc tu vois, juste en moi que tu aies conscience, que tu n'arrives pas à passer au-delà, je comprends parce que voilà, c'est pas tout le monde qui a la personnalité pour. Mais au moins que tu es conscient tu aies cette réflexion-là. Okay. Que c'est pas toi le problème parfois. Ok. Tu vois. Et du coup, en adoptant justement cette façon de voir les choses, ça peut nous permettre de faire des choses qui nous plaisent. Et notamment, du coup, toi, ça t'a permis de te lancer dans l'influence au final. Donc, tu penses qu'en sachant vraiment sa valeur et en se posant les bonnes questions, on peut du coup atteindre cette stabilité mentale qui nous permettra en fait, de nous lancer dans des projets. Ouais. Parce que là, on sort un peu de la thématique de l'influence, parce que l'influence, ça reste quand même quelque chose qui inspire les gens. Ouais. Mais quand on regarde ton profil, on ressent que tu as dû vraiment te stabiliser, te comprendre entièrement, comprendre aussi les autres pour pouvoir faire ce que tu aimes faire. Pour revenir un peu à l'influence, je pense que tout le monde... si tu as quelque chose à partager, ça peut être une passion pour la danse, ça peut être comme toi un combat, un des sujets tabous qu'il faut développer. Tout le monde peut le faire et je vous assure, moi qui est passionnée des réseaux sociaux aujourd'hui, on a de la chance. Effectivement, il y a plein de choses mauvaises comme dans tout, mais les réseaux sociaux aujourd'hui, ça vous ouvre des portes. Ça veut dire que vous voulez un business, si vous faites bien à travers les réseaux sociaux, vous pouvez cartonner. Et en fait, les réseaux sociaux, ça vous ouvre pour plein de choses. Vous avez une passion. Il y a des gens qui dansaient dans leur chambre aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, qui arrivent à vivre de leur passion, à partager avec des TikTok, etc. C'est beau, je trouve. Leur passion, parfois, ça peut être le chant, des gens qui chantent et tout, qui en fait finalement très timides, mais derrière l'écran, qui arrivent à montrer ses talents. Enfin, plein de choses. Les réseaux sociaux, ça peut vous apporter plein de choses. Après, il faut faire attention. Il faut pas tout donner que c'est pour ça aussi peut-être qu'on n'arrive pas à rester que sur le sujet de l'influence, parce que en fait moi c'est pas que ça, c'est les réseaux. Pour moi c'est une vitrine déjà par rapport à toutes mes activités à côté. C'est d'autres messages à passer et le monde de l'influence, si vous le faites en disant ah oui je vais avoir des produits gratuits, je vais avoir des voyages gratuits et je vais avoir de l'argent facile, c'est très risqué. Il y en a qui réussissent, il y en a qui sont aujourd'hui à Dubaï qui vivent bien grâce à l'influence. Mais c'est très peu, hein. Et on ne sait pas vraiment comment ils gèrent. On ne sait pas vraiment est-ce que c'est des crédits, est-ce que c'est ça, on ne sait pas. Donc, il faut vraiment avoir les épaules pour être dans l'influence. Moi, j'ai ouvert aussi plein de portes à des jeunes que je voyais sur les réseaux. J'essaye, à travers ce que je fais, de placer des gens de ma communauté, des photographes, des danseurs, des influenceurs. J'essaye de les placer. Et aussi de montrer l'exemple à travers ce que je fais. Mais voilà, les réseaux sociaux, ça peut apporter, au-delà de l'influence, les réseaux sociaux, ça peut apporter plein de choses. Ok. Ouvrir plein de portes. Merci du coup pour ce très beau message, pour ce bel entretien du coup. On a parlé d'énormément de choses, mais je pense que c'est des choses qui sont liées. Donc ton métier, puis ta vie personnelle. J'espère beaucoup que cet entretien va inspirer, parce que ça reste quand même un entretien inspirant au final. Et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Salut! Salut!